La semaine dernière, dans Tu break le bouchon. Alors maintenant tu balances. Vas-y quoi, je me rappelle pas, et puis je suis trop nul moi, avec les odeurs. Écoute-moi bien, racleur de pressoir. Tu rentres dans ma cave, tu picoles la bouteille que Paco m'a offert pour mon anniversaire. Alors t'as intérêt à me faire un résumé détaillé. Bah ça sentait comme un fruit, mais je sais pas les reconnaître moi les fruits. Tu vas l'obliger à te faire les coups de la roue des arômes. Tu te rappelles de cette syrah qu'on a bu hier soir? Ben, elle avait un goût fumé comme ta cigarette, tiens. Fais voir. Oh yo, c'est vrai quoi, bordel il est niqué ton vin. Justement, c'est pas un défaut. Mais il y a un truc qui peut te ruiner un vin. De manière aléatoire. C'est le bouchon! Salut, c'est Maurice et aujourd'hui je vais vous montrer comment prendre du plaisir par les narines. Les 40 millions de récepteurs présents dans votre pif devraient, en théorie, vous permettre de percevoir 1000 milliards de parfums. Voilà qui nous donne déjà une petite marge de progression. Mais ce n'est pas tout. Dans votre boîte crânienne, l'info est traitée par le bulbe olfactif qui a le privilège d'interagir avec l'amygdale, autrement dit la partie émotive du cerveau, et d'avoisiner l'hippocampe, le siège de la mémoire. Je ne vais pas vous faire un résumé des 40 théories actuelles sur les rapports entre odorat, mémoire et émotion, mais tels des Marcel Proust de l'apéro, je vous invite simplement à tirer parti de ce lien étroit pour repérer dans votre verre des odeurs familières ou même simplement vous laisser émouvoir. Pour aujourd'hui, je voudrais dépasser l'aspect purement descriptif du bouquet et me focaliser sur ce que les arômes nous apprennent d'un vin. Et pour en arriver là, je dois forcément évoquer 3 types d'arômes. Pour reprendre à la base, on doit donc savoir que le vin est produit à partir de raisins. 100% de raisins. Ça peut sembler une évidence pour les plus confirmés, mais c'est une question qui m'a déjà été posée pas mal de fois. Il subit des transformations avec plus ou moins d'interventions selon les viticulteurs, des adjuvants en proportion limitée, mais mon propos est que les arômes qu'offre le vin proviennent uniquement du fruit fermenté. Il n'y a pas d'autres fruits, pas d'arômes ajoutés, pas d'épices. Ça signifie grosso modo que lorsque vous discernez des notes de poire ou de myrtille dans votre verre, il s'explique soit par le caractère intrinsèque du raisin, cépage, origine, maturité, la fermentation qui l'a transformé en vin, ou l'élevage, c'est-à-dire le temps que ce vin a passé en barrique, en cuve ou même dans votre cave, ce que techniquement on appelle la garde. Vous l'aurez compris, le bouquet d'un vin permet de retracer son parcours un peu comme un CV. Bonjour, je viens pour l'annonce. Genre, je viens poser le CV. J'ai apporté mes références. Les arômes du premier type sont donc ceux qui proviennent du raisin. On les appelle de manière fort originale les arômes primaires et ils dépendent principalement du cépage, la variété de raisin, et de sa maturité. Sur le CV du vin, c'est un peu comme disons son état civil. Prenons l'exemple de 2 vins au hasard. Monsieur Chassagne-Montrachet, avec un T à la fin comme tu pousses le bouchon. Vous savez, c'est une chaîne YouTube, vous connaissez pas. Oui, j'ai grandi en Bourgogne. Oui. Ah oui, blanc, hein, blanc de blanc. Carignan. De Perpignan. Comme ça se prononce. Rouge, ouais. Toute ressemblance avec des cuvées existantes est absolument fortuite. Sont notamment les arômes primaires qui peuvent aider à reconnaître la provenance d'un vin à l'aveugle.
tant certains arômes variétaux sont typiques pour un cépage donné. Pour un vin blanc, ces arômes peuvent être par exemple des notes d'agrumes, de fruits à noyaux, de fruits exotiques, de fleurs et même d'épices. Et pour les rouges, Toute la gamme des fruits rouges, fruits des bois, plus la cerise, la figue, la prune, certaines épices, épices douces, et puis des fruits exotiques. Et certaines fleurs même, j'ai pas honte de le dire. une fois que vous avez perçu ces notes, vous remarquerez qu'elles peuvent être plus ou moins fraîches selon le vin. C'est-à-dire, tel vin aura des notes de framboise acidulée, comme un fruit tout juste cueilli, et tel autre aura plutôt des notes de framboise cuite ou en confiture. Et ça, c'est une indication sur la maturité du raisin quand il a été récolté. Plus l'odeur vous rappelle un fruit croquant ou aigrelet, plus il y a de chances pour que le vin provienne d'une région fraîche. Si elle vous évoque plutôt un fruit mielleux ou confituré, il y a des chances que ce soit un vin du sud ou issu de raisins vendangés bien mûrs. Un millésime chaud ou un microclimat dans le nord n'est donc pas non plus à exclure. Notez pourtant que plus mûr ne veut pas toujours dire meilleur, car en surmaturité, le raisin perd de son acidité et donc de sa gouléance. Les arômes secondaires sont aussi appelés arômes fermentaires. Comme leur nom l'indique, ils proviennent de la fermentation qui change le raisin en vin. Il y en a 3 catégories. Tout d'abord, les arômes de fruits exubérants dont le nom ronflant est arôme amylique. Ce sont ceux qui font penser aux arômes un peu chimiques de framboise ou de banane qu'on trouve dans les bons becs ou quand vous sucez un arlequin. On parle aussi de bonbons anglais. On le trouve dans les vins tout juste fermentés ou jeunes comme les rosés, ou encore dans les vins primeurs comme le fameux Beaujolais nouveau. But very, very nouveau, hein. Ensuite vient la palette des notes levurées. Pour ceux qui ont déjà pétri de la pâte à pain ou fermenté de la bière dans leur garage, ce sont ces arômes gourmands de froment ou de levure biologique. Dans les rosés, ils peuvent faire penser à l'odeur surette du petit Suisse, plus souvent à du malt ou de l'avoine bouillie, tandis que dans le champagne, associé aux notes de garde, il crée ce côté brioche bien connu. Et pour finir, il y a toutes les notes plus ou moins sauvages ou agréables qui peuvent résulter d'une fermentation chaotique. Ça part du je ne sais quoi d'inattendu qui peut apporter sa touche au caractère, Fruit and rubber, like you put a condom on a plum. et ça va jusqu'au défaut flagrant qui rend le vin carrément imbuvable. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Il est bon. Non, c'est de la merde. Mais encore une fois, ça reste une question de goût. Sur le CV du vin, ce serait en quelque sorte le paragraphe formation. De tout mon cursus, je n'ai fréquenté que des levures sélectionnées. Nature. Levure indigène. Les arômes tertiaires sont ceux de l'élevage ou de la garde. Sur un CV, ça correspondrait, disons, à l'expérience. L'élevage, comme je le disais, c'est le temps passé en cuve ou en barrique après la fermentation, durant lequel on laisse le vin s'affiner avant de le mettre en bouteille. Au contact de l'air, du bois ou des lies, le vin va se charger de notes grillées ou des arômes doux de la pâtisserie. Sentons ça de plus près. Les parfums du chêne dans lequel on élève le vin peuvent être des épices douces, de la vanille, de la cannelle selon l'origine du bois, mais souvent elles sont aussi empyreumatique, c'est-à-dire que leur parfum provient du feu qui chauffe les barriques pour leur donner forme. Ce sont par exemple les notes bien connues de pain grillé, mais aussi de chocolat, de cigare, de café, de caramel qu'on trouve dans le rhum ou le bourbon, car ces breuvages doivent à la barrique la majeure partie de leur bouquet. J'ai connu un affinage de 12 mois. Une barrique neuve, une forêt de Troncet. J'ai même une recommandation d'un maître de chai assez connu. Au contraire, l'usage des cuves inox ou ciment permettent de garder intacts les arômes du fruit. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Il sera évidemment nécessaire d'approfondir le sujet, et pour l'instant c'est prévu à l'épisode 8. Mais pour faire simple, les lits, c'est l'enveloppe que laissent les levures après leur mort.
Il n'est pas rare qu'on les conserve pendant l'élevage car elles donnent une texture soyeuse, crémeuse au vin. On parle alors d'élevage sur lit et de délicieux arômes de beurre ou de noix de coco. On nomme ces arômes pâtissiers, comme ceux des champagnes qu'on évoquait à l'instant. Attention cependant, car s'ils sont trop présents, ces arômes peuvent donner des vins peu équilibrés, voire franchement écœurants. À moi la garde! Là, tu as les vins de garde. De qui? De garde, c'est les vins qui tiennent. Enfin, les arômes tertiaires sont aussi ceux qui se développent dans votre cave. D'une part, les arômes primaires du vin jeune vont évoluer dans le temps. Le parfum vif de citron juteux va peu à peu tirer vers des notes de citron confit, puis de zeste confit. De la même manière, un parfum de figue fraîche peut donner des notes de confiture de figue, puis de figue sèche. J'ai fait 3 ans de cave réfrigérée, relâché pour bonne conduite. En une goutte. La prochaine fois que vous portez un verre à votre nez, rappelez-vous que le vin est composé à 100% de raisin et que donc ces arômes ne peuvent avoir que 3 origines. Les arômes primaires dépendent du raisin et sont donc plutôt florales ou fruités. Plus ces arômes sont frais, plus ils témoignent d'une maturité ric-rac typique des vignobles du Nord. Plus ils sont confiturés, plus ils pointent vers le sud. Certains arômes variétaux sont typiques d'un cépage et peuvent même vous indiquer une origine avec précision. Les arômes secondaires témoignent de l'action des levures pendant la fermentation et les tertiaires sont des notes d'élevage relatives à la barrique, au lit ou au temps de garde. C'est déjà pas mal pour cette fois. Si vous avez appris 2-3 trucs et que vous voulez aller plus loin, vous savez ce qu'il vous reste à faire. La prochaine fois, je vous donne rendez-vous pour un épisode bonus sur le nez du vin avec 3 astuces pratiques pour pénétrer les secrets de votre boisson préférée. D'ici là, portez-vous et buvez. Bon et bien. Now the smoke is clearing on the plywood stage. Hats off, I'm fearing I'm an awful sight. Now where's your magic wand and sparkling